Mesdames et messieurs, aimables téléspectateurs, bonsoir. Bienvenue dans votre émission En toute franchise. Depuis l'adoption de la loi organique portant recomposition de la Commission électorale nationale indépendante par le Conseil national de la transition, plusieurs partis politiques s'activent pour se réclamer dans deux camps. Ceux qui sont pour l'action du pouvoir et ceux qui sont contre l'action du pouvoir, même s'il faut souligner que la loi ne prévoit pas le centre. Aujourd'hui, la situation sociopolitique est encore tendue, même si le ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation vient d'appliquer l'article 7 de la loi organique 016. Quelle suite peut-on donner à tous ces événements et à quand, sincèrement, la finalisation de la transition? Pour décortiquer toutes ces interrogations que nous nous posons ce soir, je reçois pour vous Madame Marie-Louise Kamano, elle est présidente du Parti guinéen pour la solidarité, la démocratie et le développement, en abrégé PGSD. À tous et à toutes, merci encore une fois de votre fidélité. On se retrouve juste après ça. En toute franchise, sans détour, sans tabou, des questions plus directes que jamais. Alors, parlons-en, c'est en toute franchise et c'est sur Gangan TV. Madame, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Et merci d'être venue dans cette émission dans toute franchise. Je rappelle d'ailleurs que vous êtes la première femme à passer dans cette émission. Et comment vous portez, comment se porte aujourd'hui le PGSD? Le PGSD, sans faire trop de propagande, pas assez de démagogie, il se porte assez bien. Parce que c'est d'abord un parti qui est dirigé par une femme. C'est une première, par exemple, en forêt. Et même en Guinée, parce qu'il y a beaucoup de femmes qui ont commencé, mais qui, je ne dis pas qui ont disparu, mais quand même, elles se prêtent plus tellement au jeu comme ça. Okay. Alors, puisqu'on parle de ce PGSD, vous dites que c'est un parti qui est dirigé par une femme. On a vu le premier tour de la présidentielle, le second tour de la présidentielle. Aujourd'hui, c'est les législatives qui s'annoncent. Mais le PGSD, on l'a vu très peu sur l'échiquier national. Dites-nous à quel niveau est planté le parti ou quelles sont aujourd'hui vos armes que vous possédez concrètement pour vraiment continuer le combat politique. Bon, mes armes, c'est justement la confiance du peuple. Parce que la confiance du peuple en tant que femme, hein, je suis sûre que quand je me présenterai, quand ils sauront que c'est une maman, c'est bon, une épouse, une maman qui veut vraiment aller devant de la scène politique et qui a une ambition de changer la situation sociopolitique en Guinée, moi je dis que j'ai une grande confiance parce que d'abord, les femmes constituent la majorité de la couche de la population guinéenne. Elles constituent plus de 52%. Les jeunes constituent aussi près de 50%. Alors, je suis une maman, donc ces jeunes accepteront toujours d'être avec leur maman et les femmes accepteront, c'est sûr, d'être avec leur sœur. Alors, puisque la majeure partie des partis politiques tirent le plus souvent sur les fibres ethniques pour asseoir leur base, aujourd'hui vous êtes une femme, vous réclamez de cette couche sociale, est-ce qu'on peut retenir que c'est de cette couche sociale que vous vous fondez pour tirer vraiment votre base? Justement, c'est ce qui m'a poussé à venir sur la scène politique, parce que moi je dis que la femme n'a pas de barrière, n'a pas de frontières, parce que moi qui vous parle, je suis déjà Madame Souma, je suis mariée à un Soussou. Donc c'est dire que la femme n'a pas de barrière ethnique. Donc c'est une façon aussi de corriger cette situation qui n'est pas confortable sur le plan national. Parce que si on est divisé socialement, alors que nous sommes obligés de vivre ensemble en Guinée, ça ne fait pas le bonheur de ce pays et ça ne fera jamais le progrès du pays. Donc il faut prendre tout le monde sur le même pied d'égalité. Et moi je suis là pour mettre tout le monde ensemble, parce que les Guinéens sont simplement les Guinéens, c'est des frères, c'est des sœurs, c'est des citoyens guinéens. Puisque vous parlez tout de suite d'égalité dans votre allocution, mais est-ce que vraiment vous pouvez réussir dans votre combat si vous vous appuyez beaucoup plus sur les femmes pour asseoir les bases de votre parti? Pas seulement les femmes, étant donné que vous avez besoin de toutes les couches pour vraiment évoluer. Pas seulement toutes les couches, mais majoritairement, je dis les couches majoritaires, c'est-à-dire principalement les couches majoritaires. Je vais parler des jeunes et des femmes, parce qu'aujourd'hui, c'est les couches majoritaires du pays. Et ce sont ces couches-là qui constituent, en fait, moi, je dis la force vive, d'une nation. Parce que les jeunes, on dit qu'ils sont l'avenir de la nation. Hein? Et les femmes constituent le baromètre de la vie. Donc pour moi, vraiment, c'est sur ces deux piliers qu'il faut s'appuyer pour aller de l'avant. Okay.
Alors, ces deux piliers sur lesquels il faut s'appuyer pour aller de l'avant, voici ce que nous confie aujourd'hui Madame Kamanou. Mais au-delà de tout cela, je vous rappelle aux téléspectateurs que le PGSD est un parti qui a appartenu au RPG depuis le premier tour de la présidentielle, que vous avez soutenu dans les alliances. Et aujourd'hui, vous n'êtes plus, ou vous conjuguez plus le même verbe avec le RPG Arc-en-Ciel, puisque l'esprit de fusion avait été prôné. Pourquoi aujourd'hui vous avez décidé de vous retrouver au sein d'une autre formation politique qui n'est pas le RPG Arc-en-Ciel? Oui, bon, le RPG Arc-en-Ciel, c'était en fait une mobilisation généralisée presque de beaucoup de Guinéens, presque de toutes les 3 régions sur 4. Excusez-moi si j'essaye peut-être de trop donner de précision, mais c'était une forte mobilisation des citoyens guinéens en faveur du RPG, pas seulement à cause de la considération ethnique, mais on s'est dit qu'en Guinée, il y a eu assez qui sont passés déjà au pouvoir, on a vu leur expérience, on a eu de quoi ils sont capables. Il y en a qui peut-être ont marqué positivement leur passage au sein du gouvernement. Il y a d'autres qui ont vraiment créé de la déception au niveau des citoyens. On s'est dit donc qu'il faut se mobiliser pour aller vers le RPG Arc-en-Ciel. Pourquoi? Parce que beaucoup se disaient qu'entre le mal et le pire, il faut prendre le mal. Et alors, c'était quoi le mal et c'était quoi le pire en ce moment? Bon, le pire, c'est... L'émission, c'est en toute franchise. Merci. Le pire, on disait qu'on ne fallait pas aller vraiment vers ceux-là déjà qui ont mis l'économie du pays à genoux. On les traite toujours de prédateurs, excusez-moi. Mais ce dernier, qui était le représentant potentiel du RPG, n'était pas mêlé ni de près ni de loin à la gestion des affaires publiques guinéennes. Donc on s'est dit qu'il faut aller vers lui, et c'est sûr qu'il peut apporter le changement que nous estimons tous. C'est-à-dire le changement dans tous les domaines, pas seulement dans le domaine de la gestion, voilà, dans son entité. C'est-à-dire sur le plan de la gestion des ressources humaines, des ressources matérielles et financières, mais aussi créer l'unité entre les Guinéens. On s'est dit que lui, il pouvait le faire. Il pouvait le faire. Et ça, c'était le professeur Alpha Condé. C'était le professeur. Vous avez fait le chemin ensemble jusqu'à un certain niveau. Vous avez contribué à son élection. Et aujourd'hui, il est président de la République. Il y a un autre esprit qui est né quelques jours après son élection. C'est l'esprit de fusion. Pourquoi le PGSD n'est pas parti en fusion? Puisque vous avez eu foi en ce monsieur. En fait, si moi, il avait marché sur les voies que moi j'ambitionne, c'est-à-dire celle que je viens de décrire, c'est-à-dire créer l'unité nationale et essayer de mettre ensemble tous les Guinéens, c'est sûr que je serais parti en fusion. Mais j'ai vu quand même que c'est maintenant que la division s'agrandit, la division sociale s'agrandit. Je dis, moi je ne peux pas cautionner, je viens de vous le dire, je suis une femme. Je suis une femme, j'aime tous mes enfants, quels que soient les médiocres comme les mauvais et les bons, je les aime. Donc j'aime tous les Guinéens, qu'ils soient bons et mauvais. Il faut amener ceux qui sont mauvais à être les meilleurs aussi, à être bons. Donc en tant que femme, je ne peux pas cautionner c'est-à-dire qu'on essaie de créer la division sociale entre les Guinéens. Parce que nous sommes une famille, nous sommes une nation. On dit que la Guinée est une famille indivisible. Et si cela est, il faut quand même aller dans ce sens. Il faut aller dans le sens de mettre, c'est-à-dire de mener une politique qui puisse mettre ensemble tous les Guinéens. Okay. Mettre tous les Guinéens ensemble, sans distinction ou discrimination de sexe, de race, d'ethnie ou de religion, et j'en passe, de religion. Voilà, et donc moi, c'est ce qui fait que je ne suis pas allé, parce que franchement, il faut dire la vérité, oui, mais vous ne pouvez pas aller en fusion. Si je vous comprends bien, vous n'êtes pas allé en fusion parce que vous avez prôné ou vous défendez un certain nombre de valeurs et de vertus, qu'on peut résumer en l'unité et l'identité guinéenne en général qu'il faut défendre. Alors, vous n'êtes pas allé en fusion. Est-ce que vous voulez dire ici que l'actuel président de la République n'est pas en train de défendre ces mêmes valeurs? Non, ben, pas tout à fait. Pas tout à fait. Tantôt, quand il parle, on a tendance à comprendre qu'il veut vraiment prôner ses valeurs, mais dans les faits, dans la pratique, c'est pas ça. On se dit souvent qu'il est pris au piège, lui aussi, comme ses prédécesseurs. Okay. Alors, il est pris au piège. Est-ce que vous voulez dire là que lui qui a longtemps voulu prôner le changement et qui se fasse entourer par les anciens et dignitaires du régime Lansana Conté qui continuent encore à le diriger, vous voulez dire que c'est ces mêmes personnes-là? C'est les mêmes personnes, c'est les mêmes pratiques, rien n'a changé jusqu'à maintenant. Okay.
Pourtant, on parle de changement dans ce régime-là. Est-ce que vous soutenez ce thème-là? Oui, le changement, bon, on n'a pas compris tellement le sens du changement. Il peut être positif comme il peut être négatif. Bon, on ne sait pas, nous avions voté pour un changement positif. Bon, au jour d'aujourd'hui, vraiment, même s'il y a des jalons, il y a des aspects quand même positifs, mais qui sont assez minoritaires par rapport à vraiment l'ambition que nous avons du changement. Okay. L'ambition que nous avons du changement jusqu'à présent n'est pas atteinte. On va toujours continuer avec vous, madame. Cette fois-ci, je sais que le PJSD est un parti qui se réclame du CAPD, une alliance dite centriste. Et est-ce que ce centre-là est doctrinal ou c'est un centre aussi qui dit qu'il n'est pas tout à fait d'accord avec les actions posées par l'opposition et les actions posées par le gouvernement? C'est justement pour essayer de sauver un peu l'intérêt de la nation que nous avons accepté la position centriste. Pourquoi? Parce qu'il fallait quand même essayer de conserver certains acquis. Les acquis, c'est quoi? C'est d'abord l'élection présidentielle démocratique. Et c'est l'élection démocratique d'un président de la République. C'est-à-dire une élection présidentielle démocratiquement réalisée. Donc la mise en place d'un président démocratiquement élu. Ça, c'est un acquis qu'il faut à tout prix conserver. Maintenant, le reste, je dis qu'il y a quand même des bas qui blessent, je viens de vous le dire. Ces bas, il faut les dénoncer. Peut-être ça peut permettre à une amélioration de situation. Donc il faut les dénoncer pour que, si il écoute et s'il est sensible, si réellement il accepte que le changement qu'il a prôné n'est même pas amorcé encore, il va changer. Bon, c'est en ce moment que nous avons dit qu'il faut passer par des critiques du côté négatif et conserver l'acquis qui est là, la mise en place d'un président démocratiquement élu. Et en considération aussi de l'actualité de notre situation guinéenne, il était nécessaire peut-être que les autorités au sommet de l'État ne le reconnaissent pas, qu'il fallait quand même essayer de créer une structure qui puisse être là, qui puisse faire la régulation, qui puisse être une structure régulatrice. Donc ça, oui, cette structure... Là, il y a une question qui m'intéresse, puisque vous parlez de structure tout de suite là. Récemment, nous avons eu un décret présidentiel qui a procédé à un remaniement partiel du gouvernement. Oui. Et dans ce remaniement, nous avons vu où le père a été nommé, où par décret, c'est le fils qui a pris fonction. Nous avons vu d'autres personnes où il y a des départements qui sont restés vacants. En tant qu'acteur politique de la vie de la nation, quelle a été votre réaction? Est-ce que vous avez essayé de faire des déclarations pour vraiment dénoncer cet état de fait? Et c'est des erreurs, effectivement, c'est des erreurs. Si c'est des erreurs, alors je les considère les erreurs. Sinon, vraiment, c'est très dramatique qu'on essaye de prendre le fils à la place du papa ou du papa à la place du fils. C'est une confusion. Parce que là, ça peut opposer les deux. Alors que le fils doit respect et considération au papa. Et la bénédiction du papa aussi dépend du comportement, la bénédiction du fils dépend du comportement du fils vis-à-vis du papa. Donc là, il ne faut pas créer d'amalgame entre les deux. Mais si cela est arrivé, c'est pourquoi je dis que c'est des erreurs. C'est des erreurs sûrement qui ont été corrigées, mais sans attirer cette fois-ci l'attention extérieure ou nationale. Sinon, on pourrait revenir pour dire au lieu de dire tel. Mais cela ne s'est pas passé. Bon, moi je dis que les départements qui n'ont pas été cités, les gens restent dans cette confusion-là. Même moi qui suis avec vous ce soir. Donc je suis dans la même confusion. Je ne sais pas parce qu'il y en a qui pensent que certains départements, comme celui de l'alphabétisation, de la fonction publique, et je ne sais encore de l'élevage, sont des départements qui sont fusionnés à d'autres départements. Okay. Voilà. Mais on est resté comme ça, on est dans cette impasse, dans cette confusion. On n'arrive pas à se rendre compte, mais souvent on voit quand même la déclaration des chefs de ces départements et on se rend compte que ce sont des départements qui sont vraiment restés intacts et qui fonctionnent comme tout autre département. Mais pourtant, on a parlé de la réduction un peu des départements ministériels. Ah, bien sûr. Où on a diminué de 7 départements bien sûr, parce que même sur le plan sous-régional et international, à chaque fois quand vous ouvrez quand vous allez sur le net, vous trouvez gouvernement pléthorique en Guinée. Ça a été critiqué sur le plan national et international. Bon, moi, ça ne m'engage pas trop. Mais l'essentiel, c'est qu'il faut aussi mettre des gens compétents, compétitifs. Et puis aussi, les gens pragmatiques, qui aiment la pratique, qui sont pragmatiques. C'est-à-dire, il ne s'agit pas tout de suite de faire une coloration. En Guinée, on est habitué à quoi? À l'hypocrisie. On fait semblant.
On est habitué à la démagogie. On prouve au chef qu'on l'aime, mais on ne fait rien en fait de constructif à la base. Mais est-ce que vous ne pensez pas que le président ou le chef lui-même ait sa part de responsabilité? Parce que, et la question même que je vais vous poser, ne pensez-vous pas que jusqu'à présent, il continue de faire des nominations et de récompenses? Je viens de le dire au départ de l'émission qu'il est pris en otage. Il est pris en otage par ses actes de reconnaissance, parce qu'il ne manque pas de le dire. Après qu'il a prêté serment, il a essayé de dire que c'est le régime, le parti au pouvoir qui commande. Ça, déjà, c'était des erreurs, c'est des erreurs plutôt qui ne sont pas d'ordre à encourager ou à encourager les gens à accompagner l'individu ou l'intéresser dans son projet de société. Parce que si vous avez remarqué aujourd'hui, si quelque part il y a des actes de sabotage, la personne ne peut l'ignorer. Il y a des actes de sabotage parce qu'il y a un mécontentement. Il faut quand même qu'il se rende compte qu'il y a des actes de sabotage, pas parce que les intéressés ne sont pas très proches de lui, ils sont très proches de lui, mais il y a des actes de sabotage. Parce qu'ils ne sont pas avec lui, ils vivent dans l'hypocrisie, dans la démagogie absolue. Voilà. Alors, beaucoup de proches du président de la République, ceux dont Mme Kamano, vivent dans l'hypocrisie et ce n'est pas vraiment une relation franche qui mène avec le président. On va revenir aussi à PD. C'est une alliance qui se réclame beaucoup plus du centre. Et ce centre-là, à mon entendement, on a entendu le porte-parole de cette alliance qui dit qu'il dénonce le plus souvent ce qui ne marche pas au sein de l'opposition et ce qui ne marche pas au sein du gouvernement ou de la mouvance présidentielle. Mais en toute franchise, qu'est-ce que vous reprochez au gouvernement et à l'opposition? Ce que nous reprochons au gouvernement, c'est vraiment de faire la promotion de la division. Parce qu'aujourd'hui, la promotion du tribalisme est vraiment aussi au vu de tout le monde. Hein? L'ethnocentrisme. Hein? On cherchait, après l'élection, bien avant l'élection, après la chute du régime qui a précédé son événement au pouvoir, on avait pensé vraiment qu'on serait, vraiment les choses allaient reprendre sur une base nouvelle. Hein? Et là, essayer de taire certaines réalités qui sont frustrantes dans le pays, comme cette division sociale. Hein? Ça dit, il ne faut pas toujours dire, il faut collaborer seulement qu'avec les opportunistes. Les opportunistes, c'est ce que je viens de dire, c'est des gens qui sont hypocrites. Ils sont dans tous les moments. Hein? Ils sont avec tout le monde. Aujourd'hui, c'est lui, mais demain, ce sera un autre s'il n'est pas là. Et ils seront toujours en train d'acclamer et applaudir pour cette autre personne qui sera là. Donc, je dis que les gens ne suivent pas les chefs ici par conviction, mais simplement par intérêt égoïste. C'est-à-dire, pour eux, s'ils ont leur intérêt personnel à eux, ça va. Les autres, le peuple, maintenant, ce n'est plus leur affaire. Et c'est ça le problème guinéen. Le problème guinéen, c'est ça. Aujourd'hui, il est là, c'est les mêmes personnes. Hein, qui quittent soit d'un poste à l'autre, mais qui sont fatigués. D'ailleurs, il y en a, on remarque que certains sont très fatigués. Ils sont très fatigués parce que la vieillesse, c'est une ressource, on dit que c'est une source d'expérience. Mais souvent, les vies ne sont pas en faveur du développement, du progrès. Oui. Donc, il faut mettre souvent des gens valides aussi. Hein, qui sont capables de créer des initiatives, parce que être à la tête d'un département, il faut quand même creuser les méninges. Hein? Il faut créer des initiatives. Vu l'expérience que ces gens-là possèdent, vu tout ce qu'ils ont en les mettant à la tête d'un département, ne pensez-vous pas qu'ils puissent apporter beaucoup, même si on reconnaît qu'on ne peut pas faire du nouveau avec les anciens? Mais faire quelle expérience vous voulez me parler aujourd'hui de tout ce que moi je ne vois pas une expérience constructive. Non, je ne vois, en tout cas, on ne met en pratique aucune expérience constructive. Pour moi, cela n'engage que ma tête, ça n'engage ma personne. Mais je ne vois pas d'expérience vraiment qui puisse nous permettre d'aller de l'avant. D'abord, de créer une solidarité. Parce qu'il faut une solidarité agissante. Tant qu'il n'y a pas cette solidarité, vous et moi, on n'est pas d'accord sur certains principes, quels que soient les jalons que je vais mettre, vous allez quand même mettre le bâton dans les roues, ça ne bougera pas. Donc il faut effectivement mettre des gens qui ont la compétence, mais cette fois-ci sans tenir compte de l'affinité ou du copinage.
Voilà. Des relations, des relations de fraternité. Oui, alors, ça. on va parler aussi de l'autre camp, parce que le CAPD, on entend le plus souvent faire des déclarations traitant l'opposition, une tranche de l'opposition radicale, et qui ne sont pas prêtes à envoyer les gens dans la rue, à casser pour revendiquer. Alors, dites-nous en d'autres termes, qu'est-ce que vous reprochez à cette opposition? L'opposition, ce que moi je reproche à l'opposition, c'est l'agressivité et la violence. Ça ne construit pas une nation. Parce qu'au moment que vous adoptez cette violence ou les agressions, il y a d'autres qui sont là, qui sont frustrés et qui vous désapprécient à l'action. C'est pourquoi moi je dis que la violence ne construit pas. La violence ne permet pas Au contraire, c'est dans effectivement le dialogue. C'est vrai que ce dialogue doit aussi être constructif et fécond. C'est un dialogue qui doit être réciproque. Donc d'un côté, il faut quand même que l'État accepte le dialogue, de l'autre que l'opposition cesse aussi la violence et les agressivités. Cette opposition aussi qui n'est constituée seulement que d'anciens qui ont servi cet État. Et ces anciens, on n'a pas trop de bons souvenirs pour eux. Ça, il faut quand même qu'on se dise la vérité. Oui, mais est-ce que le plus souvent les revendications de l'opposition, le CAPD adhère à ces revendications ou vous n'adhérez pas? Non, nous ne pouvons pas adhérer aux agressivités. Parce qu'il y a des actes d'incivilité, nous ne pouvons pas. Notre conviction ne nous permet pas de faire des incivilités. Le dialogue qu'on souvent... on ne nous écoute pas, ou des fois on nous écoute, ou on nous utilise au fin de certaines personnes, hein, ou de certains groupes, quand ils ont besoin quand même de s'en sortir d'une situation. Ils font appel au CAPD, le CAPD... Ma question, je reviens encore là-dessus. Oui. C'est vrai que vous reprochez à l'opposition d'être violente, d'être agressive, de procéder à des casses lors de ces différentes manifestations. Oui. Mais est-ce que vous adhérez aux revendications de l'opposition? Bien sûr, nous adhérons à certaines revendications, pas à toutes les revendications. Cette opposition pense aussi qu'elle est la seule, hein, qui doit être considérée. C'est là. Parce que certains hommes politiques guinéens pensent qu'ils sont les seuls, hein, à être écoutés. Ils sont les seuls qui soient hommes politiques ou qui soient de l'opposition. Ils s'imposent sur les autres, ils n'ont pas de considération des autres, comme nous autres, et on dit que les petits partis. Mais qui est né grand parti? Hein? Aucun parti n'est né grand. Nous connaissons aujourd'hui, c'est l'ethnisation qui fait certains partis de grands partis. C'est ça, hein? Parce qu'on dit que c'est des ethnies majoritaires, et ces ethnies majoritaires se rassemblent autour d'un individu. Et cet individu est ici proclamé et réclamé d'être un homme fort et puissant. Alors, vu tout ce que vous réclamez aujourd'hui de l'opposition, tout ce que vous réclamez de la mouvance présidentielle, aujourd'hui, nous avons obtenu ce qu'on a appelé la recomposition paritaire de la Commission électorale nationale indépendante. Et la loi 016 ne reconnaît pas le centre, puisqu'il parle, la loi, je veux dire, elle parle de ceux qui sont pour l'action du pouvoir et ceux qui sont contre l'action du pouvoir. De quel camp le CAPD se réclame? Nous sommes toujours restés au centre. Même si la loi ne prévoit pas, ne reconnaît pas le centre, mais tout dépend aussi, la loi elle est faite par les hommes. En considération de l'actualité de notre pays, on pouvait considérer le centre comme tel. Parce que le centre a servi pour un moment donné, hein, de régulation de la situation sociopolitique. Parce que quelque part, partout où ça devait basculer, hein, et le CAPD, donc le centre est venu pour dire non, pour donner certaines raisons, hein, et condamner d'autres, hein, condamner certains points. Donc moi je dis que c'est les hommes qui font la loi. Donc si l'État a compris effectivement que à un moment donné le CAPD a essayé de vraiment sauver un peu la situation et la régulariser, l'État pouvait quand même demander au CNT de mettre le centre dans leurs droits. Dans la Constitution. Mais je crois que l'actualité politique a évolué, même si l'on peut dire que la situation reste encore tendue, puisque l'on ne sait pas à quand on va organiser les élections législatives, mais le ministre de l'Administration des Territoires et de la Décentralisation a pris le devant en appliquant l'article 7 de la loi 016. Aujourd'hui, les 25 membres qui doivent constituer la nouvelle CENI sont connus, et au sein
de l'opposition, on appuie presque la liste du collectif de l'ADP. Seulement qu'un petit changement qui a eu lieu où on a enlevé le nom de Thierno Saïdou Bayo pour remplacer par Bonemi. Et justement, il faut dire que le CAPD avait déposé sa liste, le CDR avait déposé sa liste, le FDP, le bloc de l'opposition constructive également. Mais seulement, c'est la liste du collectif et de l'ADP qu'ils ont prise en compte. Même s'il faut souligner de passage que Jean-Marie Doré avait dit qu'il ne voulait pas de représentants à la CENI, puisque la loi ne prévoit pas le centre. Alors, quel commentaire pouvez-vous faire sur cela? Nous avons toujours vécu dans l'injustice en Guinée. L'injustice a toujours caractérisé la vie guinéenne, qu'elle soit politique, sociale ou économique. Surtout quand on parle de politique. C'est l'injustice. Parce que si vous parlez qu'il a appliqué je ne sais quelle loi, mais il ne l'a pas appliqué avec justesse. Parce que, normalement, tous les acteurs politiques doivent être pris en compte à partir de cette loi. Mais cette fois-ci, il s'est appesanti sur l'opposition et la mouvance. Voilà. Sinon, écoutez, ce que je vais vous dire, c'est qu'on donne trop, on entretient trop les mauvaises habitudes en Guinée. On entretient, on fait la promotion de l'injustice. Si vous avez remarqué, depuis l'élection présidentielle, depuis la fixation de la caution pour l'élection présidentielle, on a fixé la caution à 400 millions pour tous les candidats, les postulants à la présidentielle. Mais ça veut dire quoi? C'est entretenir ici, s'il vous plaît, ceux-là qui ont évolué sur le dos de l'État. Les gens qui ont eu des moyens à partir de l'État. Et ces mêmes personnes sont aujourd'hui les seuls craints. Et une autre raison me pousse à dire que en Guinée, j'ai remarqué aussi que tant qu'on n'est pas violent, on n'est pas agressif, on n'est pas considéré. Parce que moi, c'est cette leçon que je tire, c'est la conclusion que je tire, qu'il faut être agressif et violent. Or, ce n'est pas tout le monde qui peut vraiment accepter cette violence. Non, la violence, c'est pour, normalement, si vous voulez, un monde qui n'est pas d'aujourd'hui. Moi, c'est ce que je me dis. Un monde qui n'est pas d'aujourd'hui, s'il vous plaît. Mais en Guinée, on entretient quoi? On entretient l'inconscience. On entretient ceux-là qui sont, qui ne sont pas de nature à faire avancer ce pays-là. Ils ne sont pas qui sont pas vraiment de genre à faire avancer ce pays. Oui, mais même qui ont mis à genoux, si vous voulez, l'économie guinéenne, qui ont eu des moyens aux dépens de l'État. Les mêmes aujourd'hui se réclament, les ténors de la vie politique guinéenne, et c'est les mêmes qui sont les favoris. C'est les mêmes, c'est pour les mêmes on accorde un peu de considération, et on a même peur de oui, mais je vous entends le plus souvent dire je voulais que vous soyez beaucoup plus précis dans votre déclaration. L'autorité, les dirigeants ont beaucoup plus peur de ceci, de cela, c'est-à-dire ces hommes qui se disent les plus grands de l'opposition guinéenne. L'État, l'autorité supérieure entretient, si vous voulez, les mauvaises habitudes. Alors, est-ce que quelque part, indirectement, vous voulez dire ici que tout cette gâchis, cette crise que nous traversons aujourd'hui, la situation qui prévaut aujourd'hui sur l'échiquier politique du pays, c'est les autorités actuelles qui sont à la base de cela? Bien sûr. Écoutez, quand ça ne va pas dans une famille, c'est le père de famille. La responsabilité est inculquée au père de famille. C'est ça, c'est à lui de prendre ses responsabilités. C'est ça, quand on dit responsabilité, c'est à tout point de vue. Mais si on est souvent complice, ou alors on se dit, bon, comme c'est la politique, je vais diviser pour régner. C'est dans cette situation que nous nous trouvons. C'est-à-dire que l'opposition est divisée, et cette division risque de donner une assemblée monocolore. Ça c'est clair, parce que si on continue comme ça, ça sera la mouvance qui va être majoritaire à l'assemblée. C'est ça, parce que même l'opposition qui est aujourd'hui... Bon, je voudrais, parce que puisqu'on va parler du Parlement, c'est prévu dans cette émission, on va parler, mais je voulais qu'on revienne un peu sur la décision du ministre de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation. Aujourd'hui, vous êtes une force politique, vous êtes président d'un parti politique, vous appartenez à une alliance politique qui se réclame du centre, et votre bloc n'a pas été pris en compte, je ne parle pas de votre parti d'ailleurs, votre bloc, je vais parler du CAPD, oui, n'a pas été pris en compte dans la nouvelle décision prise par le ministre de l'Administration du Territoire de la décentralisation. En toute franchise, que comptez-vous faire? Nous allons continuer Allez-vous participer aux législatives
ou vous allez aussi accepter de descendre dans la rue comme le fait le collectif et l'ADP qui ont été beaucoup plus pris en compte dans cette recomposition? Vous savez, moi, ce qui me fatigue un peu, c'est pas peut-être prendre part à la CENI qui pose mon problème. Mon problème, c'est qu'il y a un achat de conscience sur le terrain. Sans l'achat de conscience, on ne peut pas se crier à la victoire. Parce qu'aujourd'hui, la même blessure morale que j'ai, presque la majorité des Guinéens se sentent dans cette situation. On est tous dessus, qui sont déçus de la façon dont le pays est géré, qui sont déçus de la façon dont les choses sont menées dans le pays. Alors que ce n'est pas une seule personne ou une seule ethnie qui peut se réclamer propriétaire de ce pays, de la Guinée, de cette nation. Nous sommes tous fils et filles de ce pays. Donc si nous devons aller ensemble, la main dans la main. C'est vrai qu'il y a toujours des exceptions, il y a toujours, on dit, des canards boiteux. Mais nous devons aller la main dans la main. Ça, c'est suivant la volonté du premier dirigeant. Hein? Okay. Mais est-ce que le CRPD ou votre parti, le PJSD, nous irons aux élections. Vous reconnaissez ou vous croyez à la crédibilité des commissaires qui doivent représenter l'opposition? Mais on ne peut jamais avoir confiance aux Guinéens. Je vais encore vous le répéter. On ne peut pas avoir confiance aux Guinéens aujourd'hui. Non, on ne peut pas avoir confiance aux Guinéens parce que chacun a ses sentiments propres. Ses sentiments propres, c'est dire quoi? C'est que je veux me faire plaire au chef pour que j'aie ma part. Je veux me faire plaire. Hein? Je m'engage dans une situation d'opportunisme pour juste avoir ma part. Mais cela ne veut pas dire qu'il y a une manipulation terrible de la population. Il y a même de l'intimidation. Quand vous allez dans le pays profond, en forêt par exemple, mais on l'intimide. Oui, il y a de l'intimidation. Les autorités locales qui sont en place. Cette intimidation dont vous parlez, c'est de la part du gouvernement ou de cette tranche qui se réclame de l'opposition? Non, l'intimidation pas de l'opposition. L'opposition plutôt est aussi intimidée. C'est l'opposition qui est harcelée, qui est intimidée. C'est cette fois-ci les représentants du gouvernement au niveau des différentes localités du pays. Hein? On n'entend pas parler aujourd'hui l'évolution d'un autre parti, sinon que le RPG Arc-en-Ciel. Alors que, quand même, on parle de multipartisme. Pourquoi? On parle de multipartisme parce qu'effectivement, il y a une diversité de partis politiques. Donc, si on se réclame multipartiste, il faut quand même accepter réellement le contenu du multipartisme et de la démocratie. Mais s'il faut encore, parce qu'on se sent, quand on va dans le pays profond, on se sent encore au moment de la révolution, du parti unique, où vraiment on n'ose pas, on harcèle les gens, on les intimide, on les emprisonne de façon maladroite. Ça s'est fait. Parce que nous, tout dernièrement, nos envoyés ont été, les motos sur lesquelles ils sont partis, ont été vraiment confisqués par un sous-préfet. Alors, je pense que ce sont des actes que l'opposition, en réalité, l'opposition plurielle, parce que ce concept-là vient de naître quand il a été question de recomposer la CENI, doit essayer de dénoncer et prendre des mesures en compte. Mais on va revenir au processus électoral. Vous comptez aller aux élections législatives. Aujourd'hui, les 25 commissaires devant constituer la nouvelle CENI sont connus. Et la question qui se pose, c'est le choix de l'opérateur. Est-ce que vous êtes prêt à partir au niveau du CRPD et de votre parti, vous êtes prêt à partir avec l'opérateur qui existe, ou vous voulez qu'on appelle encore un autre opérateur de saisie? Si l'opérateur est contesté comme la composition de la première CENI, pourquoi ne pas le mettre à la porte? Ça, s'il est contesté par les acteurs politiques, il faut le laisser aller et prendre un autre. Déjà, on a pris du retard. On ne peut plus rattraper le temps perdu là. Moi, je le dis, on ne peut plus le rattraper. Depuis l'élection présidentielle à aujourd'hui, nous sommes presque à 2 ans. Donc, le temps perdu là, on ne peut plus. Donc, il faut assainir maintenant. Il faut chercher à assainir la situation politique guinéenne, surtout électorale. Il faut l'assainir. Mais on parle de l'opérateur. Je me rappelle que lors du rapport publié par l'OIF sur WEMAC, et le CAPD était partant avec les 15 imperfections détectées par l'OIF, qu'il fallait essayer de corriger ces imperfections et partir aux élections avec le même opérateur. Mais l'autre tranche de l'opposition qu'on appelait le collectif et l'ADP, y compris le CDR, parce que Jean-Marie Doré disait qu'avec ces imperfections détectées par l'OIF était disqualifié de la course
force, donc il fallait mettre croix mais sur c'est ce que je viens de dire. Est-ce qu'aujourd'hui vous revenez sur votre décision au niveau du CAPD, demandant à Wemac de partir? Non, mais notre décision n'est plus tellement la même qu'il soit exécuté. À partir du moment qu'on n'était pas au début d'accord pour la recomposition d'une nouvelle CENI, mais c'est là vraiment d'actualité. On n'était surtout pas pour que la tête saute, c'est-à-dire en la personne du Luceni Camara. On ne voulait pas qu'il quitte, il a quitté. Bon, si cela est, pourquoi ne pas été la suite vraiment se réaliser assainir maintenant convenablement pour aller à des élections propres et claires. Maintenant, parlons un peu de la finalisation de la transition. Aujourd'hui, depuis l'élection du président de la République, aujourd'hui, nous avons pris plus d'une année et quelques. Jusqu'à présent, on végète encore dans cette transition. Vous êtes acteur ou actrice de la vie politique de la nation. Et quelles solutions envisagez-vous pour une sortie rapide de cette crise, pour la finalisation de la transition? Pour la finalisation de la transition, il faut une volonté politique, mais une volonté politique du premier chef de la nation. S'il agit bien dans le sens, effectivement, de mettre tous les Guinéens ensemble, dites-vous bien qu'on ne cherche que le bonheur dans ce pays-là. On ne cherche que la prospérité, on ne cherche que le développement, on ne cherche que la cohésion sociale. Mais pas avec certaines considérations discriminatoires qu'on peut construire. Non. Donc là, il faut essayer de mettre tout le monde ensemble. Mais dans une pratique des faits qui met tout un chacun à l'aise. Parce qu'il ne faut pas aujourd'hui dire, quand on voit partout aujourd'hui, je vous ai dit la dernière fois, c'est le clanisme. Quand vous allez dans les départements, c'est les mêmes personnes. C'est les mêmes personnes. De sorte que vraiment, moi je me dis qu'on fait la promotion de la médiocrité ou bien je sais quoi. Excusez-moi, bon, peut-être que ce que je dis va déplaire à beaucoup de personnes, mais est-ce qu'on fait la promotion de la médiocrité? Hein? On fait la promotion de l'ethnie. On fait, bon, excusez-moi, si je dois le dire, ça, il faut le dire. Mais allez-y, l'émission voilà. C'est en toute franchise. Merci. Alors, on fait la promotion de l'ethnie, on fait la promotion de la médiocrité, on a des comportements revanchards, bien, je ne sais pas. C'est des règlements de compte, moi je ne sais pas. Vraiment, je me pose mille et une questions par rapport à l'actualité de notre pays. Face à toutes ces interrogations que vous posez, c'est le clanisme qui règne, c'est le communautarisme qui règne, et puis il y a l'ethnie qui remplit l'administration, comme vous le constatez. Mais qu'est-ce qu'il faut concrètement pour finir cette transition? Pour finir la transition, il faut qu'on se retrouve et qu'on se parle franchement. Il faut qu'on se retrouve pour dire que mon frère Lazare, vous me faites mal. Et moi, hein, je vais dire, vous allez dire, madame, vous me faites mal. Et là, il va y avoir un consensus. Hein, du mal que chacun de nous est en train de faire. Hein. Et maintenant, à partir de ce diagnostic, c'est sûr qu'on ira sur de nouvelles bases. Mais ça, je ne crois pas. Parce que chez nous, on dit généralement qu'il ne faut pas faire une belle tresse sur une tête couverte de boue. Quand tu fais une très belle tresse sur une tête couverte de boue, mais la tresse ne va pas durer. Parce qu'on va se gratter. Hein? Et finalement, voilà. On risque de se détresser. Merci. Alors, pratiquement, nous tendons vers la fin de cette émission, Madame Kamano. Je rappelle aux téléspectateurs que vous êtes présidente du PJSD. Et aujourd'hui, nous parlons de la situation sociopolitique du pays. Dernière question, bientôt ou à quand l'organisation des élections, on ne sait pas. Mais quel type de parlement voulez-vous pour la Guinée? En tout cas, je ne veux pas un parlement, si vous voulez, où le Béni oui est le modèle du parlement. Parce qu'aujourd'hui, il faut un parlement où vraiment l'exécutif ne se permet plus de faire de n'importe quoi dans ce pays. Que le parlement s'impose sur l'exécutif dans les conditions vraiment à faire la volonté du peuple. Mais s'il faut amener les gens au Parlement parce que quand moi on me dit, bon c'est vrai, le monde évolue, quand on me dit qu'il faut envoyer des gens qui doivent s'exprimer en langue nationale, mais celui qui va s'exprimer en langue nationale, est-ce qu'il n'est pas souvent influençable? Hein? Il faut que ça soit quand même des gens libres de conviction et de penser, des gens qui ne se font pas plaire à quelqu'un. Et là, quand ils agissent dans le sens
du bien-être commun. Mais pas à soutenir quelqu'un pour simplement entretenir moi mes intérêts. Donc on n'a pas besoin de ce Parlement. Nous avons besoin des gens désormais qui s'imposent et qui prennent des lois qui soient en faveur du peuple. Et que l'exécutif ne se permet pas vraiment de nommer Paul ou Pierre à des postes vraiment par simple volonté de récompense ou bien de parenté ou d'affinité ou je ne sais encore. Alors, je pense que pratiquement, vous voulez un Parlement juste, équitable, qui doit s'imposer, agir dans le souci de l'intérêt supérieur de la nation pour le bonheur de tous les citoyens guinéens. Alors, pratiquement, je crois que c'est la dernière question que je vais vous poser. Vous êtes présidente du PGSD. Alors, quel est votre socle? Sur quoi repose aujourd'hui le PGSD? Je veux parler des grands axes de votre projet de société. Si moi, je pouvais être à la tête de ce pays-là, c'est de faire une véritable révolution. Mais une révolution constructive, pas une révolution destructive. Parce que je dis, mon premier souci, mon ambition, moi, c'est de mettre tous les Guinéens. Pourquoi j'ai appelé mon parti Solidarité? Parce que c'est la solidarité qui est agissante. Hein? C'est dans la solidarité qu'on peut faire de bonnes choses. Donc moi, je dis, il faut d'abord mettre tous les Guinéens ensemble. Tous les Guinéens ensemble, et les pousser au travail intègre, au patriotisme, à mettre la Guinée seulement au centre d'abord des préoccupations, mais pas des intérêts égoïstes. Parce qu'aujourd'hui, celui qui est là, quand il gagne, au lieu de réaliser même en Guinée, il va réaliser ailleurs. Au lieu de créer des industries en Guinée, il va les créer ailleurs. Mais ça détruit le pays, ça retarde le pays. Parce qu'on ne peut pas compter sur l'État pour le premier emploi, par exemple, des jeunes diplômés. Là, il faut quand même la création des industries. Hein? Mais aujourd'hui, les Guinéens ne comptent que sur ces sociétés minières. Et ces sociétés guinéennes, beaucoup sont découragés. C'est vrai, beaucoup sont en train de fermer les portes. Hein? Donc, c'est-à-dire que les jeunes ne comptent que sur les sociétés minières, mais pas d'industrie. On ne crée aucune initiative pour mettre en place des industries. Parce que d'abord, les premiers éléments de développement à la base ne sont pas vraiment effectifs. Quand on parle de certaines infrastructures de développement à la base, elles ne sont pas créées. Hein? En Europe, par exemple, les gens, pour être de l'Union européenne, ils ont posé des conditions à des États. Et aujourd'hui, moi j'ai quitté tout dernièrement pour mon pèlerinage, mais on a fait plus de 7000 km par la route, des autoroutes très bien construites. Mais c'est des idées comme ça qui font. On parle d'intégration sous-régionale, hein? Mais on n'a aucune volonté à créer cette intégration sous-régionale. Mais l'intégration sous-régionale, il faut d'abord créer des infrastructures routières, hein, qui relient les pays entre eux, les voies ferrées qui relient les pays entre eux. Beaucoup ne peuvent pas aujourd'hui affronter le prix d'un avion, des frais d'avion pour se déplacer. Mais les routes, si elles sont bien construites, vous allez voir qu'il va y avoir de l'ascension. Hein? Bon, mais il n'y a pas de route. Mais entre nous, même sur le plan national, il n'y a pas de route. Comment on peut penser vraiment avancer comme ça? Il faut créer vraiment des initiatives. Il faut construire des infrastructures de développement à la base. Hein? Okay. L'eau, l'électricité, parce qu'on ne peut pas avoir des industries sans une production d'électricité importante. Hein? Okay. Voilà. Okay. Alors, et on ne peut pas lutter contre certaines maladies pour dire qu'il faut aller dans les petits centres de santé. Okay. Il faut créer des centres médicaux, des hôpitaux dignes de ce nom. Parce que tout le monde accourt à Conakry ici pour se soigner. Oui, tout à fait. Je crois qu'on est pris par le temps, on va revenir là-dessus. Ils pètent sur la route. Non, c'est révoltant. Okay. Alors, voilà, aimables téléspectateurs, comment nous quittons au compte de cette émission en toute franchise. Merci encore une fois de l'avoir suivi. Que demain soit votre plus beau jour.